Tout ce que tu veux savoir sur les sondes lambda large bande, le rapport R-essence et la valeur lambda, c'est maintenant sur Jeep Garage. Mais avant ça, j'ai un message personnel à faire repasser. Monsieur Gaillard le bricoleur, que tu regardes Jeep Garage pour trouver des sujets pour ta chaîne, pas de problème. Mais en revanche, ta dernière vidéo sur les fuel trim, je vous mettrai le lien dans la description, on n'y comprend rien. Donc déjà que tu es en train de retard, prends le temps de nous faire une belle vidéo sur les fuel trim, sinon on va finir par penser que tu n'as pas le niveau et que tu n'es là que pour nous vendre des copies de boîtiers éthanol. Allez, tout de suite, générique. Dans les précédents épisodes, nous avons vu le rôle des sondes de lambda qui est, je le rappelle, pour ceux qui prennent le train en marche, de permettre au calculateur de connaître, de mesurer et de corriger la richesse du mélange qui est entré dans la chambre de combustion en délivrant une tension qui est en relation directe avec la quantité d'oxygène résiduel présente dans les gaz d'échappement issus de la combustion de ce même mélange. La sonde lambda délivre une tension qui est donc en relation directe avec la richesse du mélange. Plus la tension délivrée par la sonde lambda est élevée, plus il y a une déficience en oxygène dans le mélange. On dit que le mélange est riche. Dans le cas contraire, plus la tension délivrée par la sonde lambda est faible, il y a un surplus d'oxygène dans le mélange et on dit dans ce cas-là que le mélange est pauvre. Bon, maintenant que vous savez que la sonde lambda délivre une tension qui est en relation directe avec la richesse du mélange, on va regarder plus en détail la forme de la courbe et c'est important de bien comprendre comment fonctionnent les sondes lambda à bande étroite pour bien comprendre le fonctionnement des sondes lambda large bande. Donc on va regarder en détail la réponse de la sonde. Donc là ici en Y on a la tension de la sonde lambda 450 mV et là ici on a le rapport stoïchométrique 14,7 pour 1. Donc sur cet axe-là, on a la variation de la richesse du mélange, avec ici au milieu 14,7, et là ici, on a la tension qui est délivrée par la sonde, avec au milieu 450 mV, qui est la tension délivrée par la sonde lorsque la sonde voit un mélange dit stoïchométrique. Donc stoïchométrique, c'est le mélange théorique idéal entre la quantité d'air et la quantité d'essence qui sont injectées. Donc la courbe, en fonction de la variation de la richesse, elle a cette tête-là. Donc elle commence ici, elle génère ici 1 volt, et là ici elle tend vers, bon elle n'est pas super bien représentée, mais elle tend vers le 0 volt. Et en fait, quand vous regardez cette courbe ici, elle est linéaire autour de 14,7 pour 1, autour du rapport stoïchométrique. Mais dès que la richesse augmente, ensuite elle génère une tension qui est constante. Souvent sur le scanner, tu la vois à 0,8 ou 0,9 volts. Et pareil, quand le mélange devient de plus en plus pauvre, la tension génère une tension qui est de l'ordre de 0,1 volt. Je vais agrandir un peu le graphe. Comme ça. Donc si tu regardes bien, il n'y a qu'une petite partie de la tension qui est générée par la sonde lambda
qui est linéaire. Et cette petite partie, elle se trouve centrée sur le rapport stoïchométrique. Donc, dès que le mélange est pauvre, la sonde lambda sature à 0,1 volt, il n'y a plus de variation, le calculateur ne sait pas déterminer combien le mélange est pauvre, et pareil côté mélange riche, dès que tu dépasses un peu la valeur stoïchométrique, la tension, elle délivre une tension de 0,8, 0,9 ou 1 volt selon les modèles de sonde, et le calculateur ne sait plus déterminer précisément la richesse du mélange. Donc ça c'est un des défauts des sondes lambda. Donc on va mettre quelques limites. Donc on va dire que la sonde lambda, elle ne fonctionne de façon linéaire que dans une bande étroite centrée sur 14,7 pour 1. Et bon, ces valeurs ici de rapport, ça varie hein, selon les fabricants, mais en gros ici on va avoir un rapport de 14,55 et là ici on va être à 14,85. Donc 14,55 c'est un petit peu plus riche que 14,7, hein, 14,55, 14,7, et 14,85 c'est un petit peu plus pauvre que 14,7. Bon, j'écris comme un cochon, mais c'est normal, j'écris à l'envers. Voilà. Donc ça, c'est un peu le défaut des sondes lambda, plage de mesure étroite. Donc qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Dans ton calculateur, dans la cartographie, il y a une valeur cible de rapport air essence qui est déterminée par les conditions, tours minute, température, position de du papillon, et puis mesure de la dépression présente dans le collecteur d'admission. Ton calculateur, en fonction de toutes ces informations, il va regarder dans sa cartographie, il va prendre la valeur qui correspond à tout ça, et il va vérifier si la valeur réelle qui est lue par la sonde dans les gaz d'échappement correspond à la valeur qu'il a dans sa cartographie. Alors mettons, on va dire que dans les conditions dans lesquelles tu roules, tu as un objectif à 14,6 qui est ici. Le calculateur avec la sonde lambda va mesurer qu'en réalité ton rapport réel mesuré par la sonde dans les gaz d'échappement, il est différent, il est de 14,75. Là, il va utiliser les corrections de carburation pour ramener la valeur qu'il a mesurée, donc la valeur réelle de la richesse du mélange, sur la valeur cible. Les fuel trim, ça sert à ça, c'est quand il y a une déviation entre la valeur qu'il y a dans la cartographie et la valeur réelle mesurée dans les gaz d'échappement. Ça ne sert qu'à ça, les fuel trim. Donc il y a deux types de fuel trim, correction à court terme pour des variations rapides et correction à long terme lorsque le calculateur se rend compte qu'il y a un défaut qui va durer dans le temps. Donc quand un injecteur par exemple a un débit supérieur ou inférieur à son débit théorique, ça va être corrigé par les corrections de carburant à long terme. Comme ça, le calculateur il va intégrer cette déviation au niveau du débit, comme ça il n'a pas à la recalculer à chaque fois. Il sait que quand il se retrouve dans ces conditions, il applique directement une correction positive ou négative sur le temps d'ouverture des injecteurs. Ok? Si vous avez des questions, dans les commentaires. Et donc en fait, cette zone ici, de variation entre 14,55 et 14,85, elle correspond à la variation de la richesse du mélange que vous voyez dans les fuel trim et dans les sondes O2. C'est la plage dynamique de la sonde lambda à bande étroite. Au-dessus, il n'y a pas de variation de tension, enfin un mélange plus riche, ici il n'y a pas de variation de tension, et de ce côté-là, c'est pareil, il n'y a plus de variation. Donc là, ici, on se trouve dans la plage dynamique qui correspond au plus ou moins 3 ou 5% de variation au niveau des fuel trim, et c'est ce qui fait que la sonde oscille. Cette oscillation que vous voyez sur les graphiques, sur les scanners, cette courbe là ici, elle correspond à une partie de cette courbe. En réalité, voilà, ça fait ça, comme ça. Ok. Bon, c'est bon, vous comprenez plus rien sur mon dessin maintenant, donc je vais faire une petite pause, puis je vais le refaire. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe quand le calculateur demande une valeur cible
qui sort de la plage dynamique de mesure des sondes lambda. Donc typiquement, ces conditions, ça correspond à quand tu vas demander le couple maximum à ta voiture. Donc tu roules, mettons, à 2500 tours. Tu vois Lunaris qui est en train de faire une vidéo dans sa voiture, là, qui se prend pour Dominique Chapat à l'E85. Tu mets pied au plancher, tu rétrogrades, tout ce que tu veux. Évidemment, le papillon va être complètement ouvert parce que tu as mis pied au plancher. Donc ça va être mesuré avec le capteur de position de papillon. Il n'y a plus de restriction dans l'admission, donc tout l'air que va pouvoir aspirer le moteur va rentrer dans l'admission. Ça va être mesuré par le débitmètre ou par le capteur de pression absolue, ou les deux. Ensuite, le calculateur regarde la température, machin, tout ce que tu veux, et il va regarder dans sa cartographie quelle valeur cible correspond à ces conditions. Et quand tu demandes le couple maximum à ta voiture, le couple maximum, tu vas pas l'avoir avec un rapport de 14,7 ni de 14,5. Tu vas plutôt l'avoir avec un rapport, mettons, de 13,5. Donc 13,5 kg d'air pour 1 kg d'essence, 13,5 g d'air pour 1 g d'essence. Et évidemment, cette mesure, cette valeur, elle est plus dans la plage dynamique où la sonde lambda peut mesurer et renseigner le calculateur. Donc là, le calculateur, comme il ne peut pas la mesurer, il passe en boucle ouverte et il applique tout simplement le temps d'ouverture des injecteurs qui a été prédéfini par le constructeur qui correspond à ces conditions. Donc voilà, ça c'est un des défauts majeurs aussi des sondes lambda, c'est que tu ne peux pas maintenir la boucle fermée dans toutes les conditions comme le fait, on va le voir maintenant, une sonde lambda à large bande. Donc je vais superposer une courbe de réponse en tension d'une sonde lambda, donc c'est pas compliqué. Elle est, bon là c'est pas très droit, mais voilà, elle est pratiquement linéaire et de valeurs qui sont extrêmement basses, hein, de l'ordre de 11 pour 1 jusqu'à 17 pour 1. Donc 11 pour 1, 17 pour 1. Donc quand tu demandes, même sur un moteur avec 3 turbos, un petit 4 cylindres 2,5 litres de compétition qui va te sortir 700, 800, 900 chevaux, avec les sondes lambda large bande, tu peux contrôler et mesurer en permanence le rapport air-essence réel du mélange qui va rentrer dans la chambre de combustion. Donc ça, évidemment, au niveau des performances, voilà, ça t'ouvre des portes et des possibilités que évidemment tu n'as pas avec les sondes lambda à bande étroite. Donc 99% du temps, le calculateur il reste en boucle fermée, il mesure et corrige en permanence la valeur du rapport air-essence mesuré par rapport à la valeur target. Toujours pareil avec les fuel trim. Donc il y a un truc qui disparaît au niveau des fuel trim entre les sondes lambda bande étroite et les sondes lambda large bande, c'est que l'oscillation qu'on avait avec les sondes lambda bande étroite, on ne l'a plus. Maintenant on a une tension qui est constante. Voilà, si tu roules au rapport stoïchométrique, ton fuel trim il sera à 0%, il n'y a pas de correction évidemment si tout va bien. En tous les cas, il fait plus ou moins 5 pour faire osciller les sondes comme ça. Donc les sondes lambda large bande, ça t'ouvre des possibilités que évidemment tu ne peux pas avoir avec les sondes lambda à bande étroite. Donc dans 99%, le calculateur il maintient le système en boucle fermée et il a un contrôle parfait du rapport air-essence. Alors il y a pas mal de choses qui changent au niveau du diagnostic entre une sonde lambda bande étroite et une sonde lambda large bande. Bon, déjà la forme de la courbe, mais c'est aussi la tension que tu vas lire sur ton scanner. En réalité, la sonde lambda elle ne génère pas de tension, elle génère un courant qui est converti par ton calculateur pour que tu puisses la lire avec un scanner. Donc on va voir les tensions plus tard, mais avant on va regarder la forme de la courbe. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la tension, pardon, elle est inversée par rapport à une sonde lambda bande étroite.
ça veut dire que quand tu prends ton scanner, si tu vois une tension, mettons, de 3,3 volts, sur une sonde bande étroite, ça veut dire mélange riche. Sur une sonde large bande, ça veut dire mélange pauvre. Hein, ici, on est côté pauvre et là, ici, on est côté riche. Donc, je répète, la tension est inversée par rapport à une sonde lambda bande étroite. Donc, avant de diagnostiquer, il faut d'abord essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a comme sonde et puis connaître les tensions qui sont délivrées par la sonde. Si tu ne connais pas la tension qui est délivrée, mettons que tu es une tension de 3,3 volts, tu ne sais pas à quoi elle correspond. Si tu cherches dans ton scanner, tu vas pouvoir trouver ce qu'on appelle la valeur lambda. La valeur lambda, c'est le rapport entre le rapport R essence mesuré divisé par le rapport théorique idéal, le rapport stoichiométrique. Donc si tu vois que tu as un lambda qui est égal à 1 à une tension de 3,3 volts, tu peux en déduire que ton 450 millivolts pour une sonde lambda à bande étroite, il correspond à une tension de 3,3 volts sur une tension sur une sonde lambda large bande. Donc ensuite, les sondes lambda par rapport les sondes lambda large bande par rapport aux sondes lambda à bande étroite, elles ont beaucoup plus de fils qui arrivent au connecteur. Sur une sonde lambda, tu vas avoir souvent 4 fils, donc 2 fils pour le chauffage et 2 fils pour le signal, pour l'élément chauffant, hein, c'est pas du chauffage. Les sondes lambda bande étroite fonctionnent, ont besoin d'être à température pour fonctionner. Les sondes lambda large bande, putain on dirait que j'ai dessiné une bite. Les sondes lambda large bande, elles au niveau du connecteur, elles ont souvent 1, 2, 3, 4, 5 fils. Donc il y a 2 fils pour l'élément chauffant, une tension de référence et 2 autres fils pour le courant de pompage. Autant tu peux mesurer quelque chose aux bornes des connecteurs des sondes lambda, autant aux bornes des connecteurs des sondes lambda large bande, tu peux rien mesurer. Le seul moyen de les diagnostiquer réellement, c'est de prendre un scanner. Ensuite, donc la sonde lambda, elle fonctionne à une température qui est plus élevée que la sonde lambda à bande étroite. La température de la sonde aussi influe énormément sur la tension de réponse de la sonde, et donc elle est chauffée en permanence. Autant une sonde bande étroite, elle est chauffée au démarrage, ensuite une fois qu'elle est à température dans les gaz d'échappement, c'est bon, elle fonctionne bien. Autant la sonde lambda, elle a besoin tout le temps d'être alimentée en courant et d'avoir un circuit de chauffage actif en permanence. Donc la tension qui va chauffer l'élément en chauffant, comme ça c'est des trains d'impulsion plus ou moins larges, pour s'assurer que la sonde lambda est toujours à sa température de fonctionnement, qui peut être de 800, 900 degrés, un truc comme ça. Encore une fois, ça dépend des marques. Donc ça, c'est un truc que tu peux visualiser avec, mettons, un oscilloscope au niveau du connecteur de la sonde. Mais bon, voilà, c'est... En tout état de cause, l'élément résistif, l'élément chauffant de la sonde lambda est très important, ce qui n'est pas vraiment le cas sur une sonde lambda à bande étroite. Si ton circuit de chauffage ne fonctionne pas, ok, tu vas avoir un code, mais au bout de 5 ou 10 minutes, ta sonde lambda va se mettre à fonctionner normalement, ce qui n'est pas le cas sur les sondes lambda large bande, donc c'est très important. Il y a bien un moment, il faut couper parce que sinon ça peut durer des heures. Et comme ça vous laisse imaginer tout ce qu'il est possible de faire avec ces sondes, pour tout ce qui est cartographie éthanol, cartographie flex fuel. Voilà, avec ces sondes c'est bien pratique. Allez, salut, à plus.